Bonjour Olivier Méheux, Bonjour. comme si on se découvre là. Architecte diplômé de l'École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, l'ENSAIS. Vous avez cofondé l'agence TOA Architecte Associé en 1995. Est-ce que je me trompe si je dis que vous l'avez découvert la Terre avec le projet dont on va parler justement? Non, non, pas du tout. C'est une découverte avec ce projet-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui a justifié la terre crue comme matériau de construction dans ce bâtiment? Et puis, on va faire défiler quelques photos. Je crois qu'on a notamment des photos du chantier, puis des photos du bâtiment lui-même. Alors, on a décidé de ne pas le faire sous un format purement présentation diaporama. Donc, on discute et puis de temps en temps, si vous souhaitez qu'on s'arrête sur une photo, qu'on revienne à une photo en arrière, Je les vois pas, donc, c'est pas hyper c'est pratique pas pour que je vous, m'arrête. mais Non, mais l'histoire est assez simple. Bon, elle est un peu liée à l'histoire de l'agence où on a toujours essayé de trouver des bâtiments qui répondent à des questions du moment. Il marche bien. c'est parfait, c'est très bien. Qui répondent à la question du moment. On avait fait comme ça un jardin potager sur le toit d'un gymnase. On avait déjà beaucoup construit en bois, etc. Et donc, quand on a eu la commande, enfin, quand on a été admis à concourir sur le groupe scolaire de Myriam Makeba, on a eu affaire à une municipalité très volontaire sur la question environnementale, qui nous interrogeait pour faire un projet euh, raisonné et qui puisse amener des réponses sur ces enjeux-là. Et en même temps, qui nous a dit, écoutez, on vient de finir un bâtiment en construction bois, le bois, on en a un peu marre. Donc, quand on a construit en béton, en acier, en bois, et qu'on nous dit pas de bois et qu'on doit faire quelque chose de très environnemental, la question commence à nous perturber un peu. Ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée, c'est qu'on est à Nanterre, et on est sur ce grand axe que certains connaissent d'entre vous, hein, qui est le prolongement du grand axe qui est passé, qui part du Louvre, hein, et qui va jusqu'à la Seine. Et ce grand axe est bordé de part et d'autre par des immeubles qui sont induits par la verticalité, avec notamment la préfecture à côté, qui est un bâtiment classé, une tour, etc. On n'est pas loin de la Défense d'ailleurs, le quartier de la Défense qui donc lui évidemment est très très haut, mais là on est derrière et ça continue d'être quand même assez haut. Mais ça continue à être haut et c'est un paysage vertical. Et donc nous, on nous demande de faire un groupe scolaire. Alors notre conviction fait que le groupe scolaire, c'est quand même un monument public important au niveau du quartier, c'est un vrai lieu de polarité. Mais par contre, par définition, un groupe scolaire, c'est un rez-de-chaussée, R+1. Donc en gros, on doit faire une crêpe qui doit avoir une identité dans un quartier de Tours. Et là, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment répondre à cette chose-là. Et assez naïvement, parce qu'on n'avait jamais fait de la terre, assez naïvement, on a commencé à vouloir faire un bâtiment qui finalement, pour arriver à s'affirmer dans ce paysage, disparaisse. Et donc on a décidé de s'accrocher au paysage naturel bien plus qu'aux bâtiments qu'il y avait autour. Et notamment, on avait des grandes perspectives sur le mont Valérien qui était en arrière-plan vers la Seine. Et c'est de là qu'est venue cette idée de faire un bâtiment. Alors depuis, c'est une phrase qui a été citée entre guillemets pas mal de fois dans la presse, donc que je redis, qui est un peu bucolique, mais qui exprime bien le bâtiment, ancré au sol et suspendu au ciel. C'est-à-dire vraiment l'histoire. La question de disparaître, c'était de retrouver une ligne d'horizon avec la terre et puis le ciel et d'avoir un bâtiment qui marque entre les deux. Personnellement, moi-même, j'étais très marqué. J'avais fait un voyage au Cambodge sur le lac du Tonlé Sap, qui est un lac chargé de territes. Et à certaines lumières, le lac disparaît complètement avec le ciel, parce que la ligne d'horizon n'est plus visible en fait. Il y a un effet de réverbération qui se met en place. Et j'avais été très marqué par ce paysage-là, où finalement on ne savait plus si on était dans le ciel, dans l'eau, etc. Et voilà, donc on est parti sur cette histoire-là. Et je dis très naïvement parce qu'on a rendu un concours. Je pense que tous les spécialistes de la Terre que depuis on a eu le bonheur de rencontrer et qu'on a eu ce matin rigoleraient très très fort s'ils savaient comment on avait dessiné notre concours en terre. Pour nous c'était simple, on faisait un mur en terre, en plus la terre était isolante, donc on ne mettait pas d'isolant. Et puis la terre était porteuse, donc on posait le bâtiment dessus, et tout ça, ça roulait très bien, et c'était fini. Voilà, on a gagné ce concours. Alors je remercie la ville de Nanterre qui a été très courageuse quand même. Et on a commencé à travailler avec un premier complexe très fort qui était de se dire en fait on est un peu des truands, on est un peu des tricheurs parce qu'on nous demande un bâtiment environnemental et on fait un bâtiment en terre et on n'est même pas capable d'utiliser la terre du site. Il en a été question au tout début, vous le présentiez comme un bâtiment qui va être fait avec la terre du site ou
c'était même pas une question, hein. Mais en fait, au fur et à mesure que les gens sont revenus vers nous, en commençant à nous interroger, on a compris que cette question-là était fondamentale. Et là, ça y est, la maturité commence à prendre un peu, on commence à réfléchir, et puis on commence à s'affirmer en tant qu'architecte et acteur de la ville. Et on a commencé à comprendre ce qu'on faisait. Traditionnellement, les constructions en terre crue, il faut bien préciser, on parle de terre crue, hein, et je vais corriger deux, trois petites choses ce matin. J'ai entendu BTC ce matin avec de la brique de terre, avec un peu de ciment dedans. On n'en voulait pas, parce que le matériau n'est plus recyclable. Le grand intérêt de la terre crue, c'est que c'est un matériau recyclable à l'infini, hein. On prend un mur en pisé, on le met par terre, on le reconstruit, hein. Et donc là, on a commencé à mûrir un petit peu et à se positionner, non pas en spécialiste de la terre, parce qu'on ne l'était pas, mais après avoir visité quelques bâtiments, on a compris cette chose-là. C'est que traditionnellement, la terre crue en France est connue sur des bâtiments vernaculaires en campagne. Et donc, tout à fait logiquement, on récupère la terre qu'il y a sur le terrain, on l'ajoute, on la nourrit, on fait ce qu'il faut, et puis à partir de là, on peut construire le bâtiment. Et donc, toutes nos fermes ancestrales viennent de là. À Nanterre, c'était juste hors de question, pour deux raisons. Un, la terre est polluée. Deux, les terrains sont trop petits. Donc on est rentré dans un autre raisonnement. Les terrains sont trop petits, je précise juste, c'est pas tant qu'il n'y a pas assez de terre dans le terrain, c'est qu'il faut mettre des installations de chantier, j'imagine, c'est ça? Voilà, en même temps qu'on fait le chantier, il y a les installations de chantier, et si on voulait récupérer la terre crue du site, il fallait l'extraire, il fallait la filtrer, il fallait la mélanger, et il fallait la mettre sous presse pour sortir. Donc il fallait des endroits de stockage qu'on n'avait pas. Et pardon de vous couper à nouveau, mais sur cette question de pollution de la terre, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est compliqué de prendre, enfin voilà, ça demande un travail de dépollution si on prend de la terre n'importe où, alors, notamment en région parisienne, j'imagine. C'est là qu'on en arrive, c'est qu'on a compris ce qu'on faisait, c'est que en région parisienne et comme dans toutes les grandes métropoles, par définition la terre est polluée. Et donc, du coup, ce qu'on a compris qu'on allait faire, c'est un bâtiment prototype. Et que la question, bien au-delà de faire un bâtiment en terre crue, c'était de démontrer qu'aujourd'hui, il y avait un enjeu pour faire un bâtiment en terre crue en système urbain dense. Et c'est ça le projet de Nanterre, c'est un prototype sur cette question-là. C'est-à-dire, au-delà de la question du bâtiment vernaculaire en zone rurale, etc., est-ce que la terre peut être un matériau de construction en ville? C'était ça la question qu'on voulait poser. On avait cherché en France, on en a trouvé très peu, pour ne pas dire pas du tout, en système urbain dense. On a trouvé des constructions récentes, mais toujours plutôt dans des petites villes ou des systèmes ruraux. Et de là, alors faut savoir qu'on croise en même temps les travaux du Grand Paris qui commencent à annoncer des volumes de terre, mais phénoménales. Et donc on arrive à cette compréhension-là où finalement, en système urbain dense, la terre, elle est sur un circuit. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, elle va être extraite parce qu'elle doit être dépolluée. Donc pour être dépolluée, elle va être emmenée sur un site de dépollution pour être triée en fonction de son niveau de qualité. À partir de là, elle peut être remélangée à d'autres terres pour être nourrie et avoir la composition qu'il faut. Et à partir de là, elle pourra servir éventuellement à un chantier de terre. Traduction, la terre de notre terrain qui a été excavée, elle pourra servir pour un chantier de terre, mais pas pour l'autre, pour celui d'après. Néanmoins, il y a plein de terres, il y a plein de carrières. Et là, on a regardé un petit peu, donc c'est l'explication que j'avais faite quand on avait fait les petites leçons de ville à l'Arsenal. Oui, il y a une présentation de ce projet assez précise qu'on peut retrouver sur Internet, la vidéo est disponible, voilà. Effectivement. Quand vous prenez du béton, et là il va falloir commencer à être un petit peu plus méchant, le béton qui est déjà très franco-français, aujourd'hui le béton c'est essentiellement du sable. Le sable, ça traverse la planète dans tous les sens avec des problèmes d'érosion dramatiques. Quand vous avez voyagé un petit peu et quand vous voyez ces machines qui draguent les fleuves avec tout ce que ça génère, on a un vrai souci. Donc moi, je ne suis pas dogmatique, hein. Je ne dis pas que le béton c'est pas bien, je dis juste que quand on voit ça, il faut mettre le béton là où on en a besoin et après il ne faut pas le mettre. Si vous prenez l'acier, aujourd'hui l'acier est très énergivore. Si vous avez de la chance, ça vient d'Europe de l'Est, mais enfin la plupart du temps ça va venir de Chine. Si vous prenez du bois, on commence à arriver dans des projets écologiques, mais pour avoir construit en bois, et plusieurs fois, on en parlait à midi, chaque fois le bois que moi on m'a proposé, il vient d'Europe du Nord, il traverse 3-4 fois l'Europe parce qu'il est abattu, il est emmené dans une scierie, il est découpé en planches, il est assemblé et puis il est ramené sur le chantier. Et avec notre terre crue, on s'est adressé tout simplement à la carrière de Beauvais, qui est à 80 km de Paris. Et donc, en termes de transport, de toute façon, déjà, il n'y a pas photo. On est sur ce qu'on appelle un circuit court.
à l'échelle de la mondialisation et de la construction industrialisée, on est sur un circuit court, on est sur une matière qui déborde. On en a trop. Aujourd'hui, ça nous coûte de l'argent, les fameux travaux du Grand Paris, avec, pour que tout le monde ait la même représentation, c'est entre 10 et 15 fois le volume de la tour Montparnasse, pleine, hein, de terre, qui sont libérés par les travaux du Grand Paris. Et on ne sait pas quoi faire de cette terre. Donc le Grand Paris Express, le métro qui entoure Paris, le nouveau métro qu'on verra dans quelques années, c'est une tour de 50 étages multipliée par 15. Multipliée par 15. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Cette terre, ils la posent sur des péniches pour l'envoyer je ne sais pas où, pour la stocker sur des terrains. Ça immobilise du foncier, ça coûte du transport, et on ne sait pas quoi en faire. Donc en fait, le débat aujourd'hui, c'est que la terre, ça devrait être gratuit. C'est un matériau qui ne coûte rien. Il est là, il est présent. Ça devrait être gratuit. Et donc, Nanterre, pour revenir à ce projet-là, devient la démonstration, devient le bâtiment prototype. Est-ce qu'on peut faire un bâtiment en système urbain dense? Oui. Alors après, est-ce que c'est simple? Eh bien, venons-en. Alors justement, est-ce que c'est simple? On a vu défiler quelques photos du chantier et peut-être, bon, pour avancer un petit peu, et il y a quelque chose qui peut étonner, c'est qu'on voit quand même du béton. Il y avait cette idée, et je crois savoir notamment dans vos premières présentations, dans vos premières planches, d'un bâtiment en terre avec un maximum, si ce n'est peut-être que de la terre, pour tenir le bâtiment et le cloisonner. Et finalement, on se retrouve quand même avec pas mal de béton. Alors, oui, pas mal de béton parce qu'après, donc on est sur un marché public, hein, on n'est plus sur, ça a été évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une production alternative, là on est avec une mairie, on est avec tous les organes de contrôle autour de nous. Et cette fois-ci, là, ça y est, on se fait rattraper par la technologie et ce qu'on doit faire. Alors, pour parler de ça, parce qu'on va en parler plusieurs fois, il faut être très très simple. Il faut vous imaginer que quand vous faites construire votre maison, vous avez un petit artisan qui vous construit la maison. Si la maison tombe, le petit artisan n'a pas de quoi vous la rembourser et vous voulez être assuré. Donc vous prenez une assurance qui va vous rembourser s'il y a eu un défaut de construction pour récupérer votre maison. Oui, mais l'assurance, elle veut bien assurer votre maison, mais à condition que votre maison soit construite selon les règles de l'art. Parce que si votre maison elle est construite comme ça, avec 3 bouts de planche cloués ou assemblés avec de la ficelle, vous ne trouverez aucune assurance qui va vouloir couvrir ces travaux-là. Donc l'assurance, elle prend ses précautions. Pour prendre ses précautions, elle fait appel à ce qu'on appelle un bureau de contrôle. Donc nous, on a quelqu'un qui contrôle toutes nos études et qui nous dit conforme ou pas conforme. Oui, mais ce bureau de contrôle lui-même, du coup, il engage sa responsabilité. Donc comme il ne veut pas engager sa responsabilité, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quand vous posez un matériau, il dit, donnez-moi l'avis technique. Donc aujourd'hui, on revient sur ce fameux CSTB qui a été évoqué ce matin par Patrice, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui recense toutes les techniques de construction et qui en fait des fiches, qui s'appellent des avis techniques. Donc aujourd'hui, quand vous construisez en béton, vous avez un avis technique. Vous savez que le béton, il faut le laisser sécher 28 jours. Vous savez que pour l'assembler, voilà, il y a des calculs, machin. Et ça se passe très bien. Avec le bois, pareil. Pareil, c'est déjà un peu plus compliqué dès qu'on commence à faire des choses un peu différentes. Depuis quelques années, ça a bougé. En acier, il n'y a pas de souci. En terre crue, le problème, c'est que c'est un matériau non pas récent, parce qu'il est ancestral, ça a été démontré, mais c'est un matériau oublié, et donc on n'a pas d'avis technique. Donc il n'y a plus personne pour garantir ça. D'où cette fameuse recours à latex et cette discussion, négociation qu'on a eue entre les gens du CSTB qui sont quand même des frileux parce qu'ils engagent leurs responsabilités, donc ils ne sont pas toujours ouverts à l'innovation et c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment ouverts à la terre pour arriver à faire certifier nos modes de construction. Et donc pourquoi le béton? C'est que assez vite on a compris quand même la physique de la Terre qui nous a été si brillamment expliquée ce matin. Merci quand même de cette démonstration beaucoup plus claire de tout ce qu'on pressentait mais qui était évident là. Et donc quand on utilise de la terre crue, on comprend assez vite qu'on a quelques petits soucis. Le premier, c'est les bottes et le chapeau, ça a été dit. Voilà, on emploie tous cette expression, mais parce qu'elle est très imagée et très simple. C'est pas la peine de prendre des termes scientifiques. Là, les bottes, on les voit effectivement. Les bottes, on les voit. C'est la grande bande de béton. Voilà, nous, on nous a imposé des bottes de 30 ou 50 cm minimum. Hein. Quand je vous dis des bottes, on n'est pas en train de parler d'un petit joint creux. Hein. Et puis le chapeau, c'est qu'on doit couvrir pour éviter les ruissellements. Et là, on nous avait imposé, je crois, 15 cm minimum. Ça, c'était le premier souci. Le deuxième souci, c'est que dans la terre, vous avez vu les expériences de ce matin et vous avez compris à quel point, à un moment donné, ça peut être solide, mais friable.
Et donc, alors nous, on était avec un bureau d'études qui s'appelle le BETER, qui sont deux anciennes cratères avec Andreas Crevette et Martin Pointé. Eux, ils sont assez fadas, donc ils sont prêts à tout faire. Mais à la fin, quand on doit justifier de pouvoir fixer quelque chose dans un mur en pisé, on ne sait pas le faire. Donc en gros, vous avez une fenêtre, vous ne savez pas la fixer. Vous avez une porte, vous ne savez pas la fixer. Vous avez, peu importe ce que vous avez. Et donc du coup, assez vite, on s'est dit qu'il nous fallait un matériau qui puisse faire les bottes, qui puisse faire le chapeau, qui puisse faire l'entourage des trous sur lesquels on pourra fixer les portes et les fenêtres. Pardon, est-ce qu'on peut juste préciser ce on ne sait pas la fixer, ça vient d'où? On ne saura pas la fixer, on ne saura jamais la fixer Alors, c'est un peu faux, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand on se promène, on voit des fermes dans lesquelles on a réussi à fixer des choses dans le pisé, mais on ne sait pas le garantir. Et d'ailleurs, nous, on a voulu fixer juste quelque chose de tout bête sur notre mur en pisé. On a voulu fixer groupe scolaire Myriam Makeba. Vous savez, des petites lettres en métal un peu décollées, qui fassent de l'ombre, un truc très joli. Donc on a dit à l'entreprise, comme là on n'avait aucune assurance à fournir, ben vous y allez, vous faites des trous délicats dans le pisé, vous mettez votre cheville et vous fixez la lettre. Bon, on les a laissés bosser une demi-journée, on les a arrêtés, on a rebouché les trous. C'était juste une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient même pas à faire un trou propre, ça commençait à s'effriter de partout, voilà. Et donc, il faut recréer ce qu'on appelle les dormants de portes, les dormants de fenêtres. Alors, encore une fois, le bâtiment le plus intelligent, parce que ça a été dit, la terre n'aime pas l'eau, le béton c'est fait avec de l'eau. Donc, quand vous visitez encore les fermes traditionnelles du centre de la France, l'association la plus intelligente, c'est terre crue, bois. Et ça, vous le retrouvez de partout. Donc, dans notre idéal, vous allez voir que dans ce projet-là, il y a plein d'idéal qu'on a laissé tomber, mais ce qui nous intéressait, c'était d'aller au bout. Dans notre idéal, il aurait fallu qu'on fasse un bâtiment terre crue, bois. Mais à un moment donné, on s'est engagé sur des coûts. On a répondu à un concours, le budget était défini, on n'a pas eu plus d'argent parce qu'on faisait un bâtiment en terre crue. Il fallait qu'on rentre dans les mêmes coûts que les autres. Et donc, on a assez vite compris que, une fois qu'on avait dit que le bâtiment était en terre crue, tout le reste passait à la trappe. Donc, on cédait sur tout pour faire en sorte qu'on reste dans les prix avec notre terre crue. Et donc, vu qu'on avait de toute façon un maçon sur place pour faire la dalle, pour faire les fondations, pour tenir le premier étage, on reparlera du fait qu'on n'est pas en pisé porteur, je vous expliquerai pourquoi après. Et ben du coup, le plus simple pour nous, c'était de dire qu'on allait faire tous les encadrements en béton, etc. D'où cette écriture bois, béton. Alors j'enchaîne puisque je parlais de ça. La deuxième des conditions, c'est que quand on a gagné ce concours, le maire a très vite défendu le projet en disant vous vous débrouillez, je veux ce projet-là et vous me le faites. Sauf que ça, c'est le maire qui donne des directives et puis derrière, nous, on avait droit aux équipes des services techniques qui, eux, ont la charge de la maintenance du bâtiment. Et alors, eux, ils étaient beaucoup plus frileux. Et donc, à chaque phase d'étude, c'est-à-dire l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, la phase pro et même le DCE, à chaque phase d'étude, ils sont revenus avec des questions et des contraintes en plus pour voir si vraiment on pouvait le faire en terre crue. Ça a été très loin, parce que pour conclure ce jeu des questions-réponses, à bout d'arguments, en DCE, ils nous ont dit, bon, on a bien rigolé, mais là, maintenant, on va arrêter, on va le faire en béton. Et nous, on leur a dit, à bout d'arguments de réponse, on leur a dit, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, on reprend les études à zéro, donc on perd 2 ans, et ça va vous coûter cher. Et donc, le bâtiment, là, ils ont arrêté, on l'a fait en terre crue. Et donc, on a dû prouver que la terre crue saurait répondre à toutes les questions qu'ils nous ont posées. Ils ont tout imaginé, qu'on allait rentrer dans le bâtiment avec une petite cuillère en faisant un trou dans le mur, etc., etc. On a dû tout démontrer. À un moment donné, l'argument ultime, ça a été bon, donc on a bien compris que votre mur, il est stable, il est porteur, il est dur, c'est presque comme du béton, tout va bien. Mais on a aussi compris que la terre crue, ça craint l'eau. Ça a été dit ce matin. À cette réponse-là, on n'avait pas d'autres arguments, excepté les bottes et le chapeau. Et là, ils nous ont dit, si par hasard, vous avez un défaut de fabrication dans vos gouttières, dans vos chéneaux, et si par hasard, il y a un ruissellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bâtiment tombe? Et à cette question-là, on est resté un peu sec. Je vais vous donner un autre exemple qui est bien plus dramatique après. On est resté un peu sec et on a compris que si on voulait construire notre bâtiment en terre, il fallait qu'on s'arrête à un moment donné. Et donc la réponse à cette question-là, ça a été de dire le bâtiment ne tombera pas parce qu'on n'est pas en pisé porteur. On est en pisé autoporteur, mais le premier étage, il est porté par des poteaux béton
Donc si notre mur en pisé tombe, le mur tombe, vous rentrerez dans le rez-de-chaussée, mais le bâtiment ne tombe pas. Ça, c'était... On a compris ce matin qu'il fallait être ingénieur, philosophe, sociologue, chimiste, physicien pour être architecte, mais il faut aussi être politicien à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter. Et encore une fois, on a préféré sortir le bâtiment, même imparfait, que de ne pas le faire. Oui, pardon, parce que je vais rajouter un deuxième, parce que depuis on a trouvé l'élément le plus dramatique qui pourrait nous arriver sur le bâtiment. On m'a posé une question un jour, j'ai jamais su répondre. On m'a dit, mais s'il y a le feu et que les pompiers arrivent avec leur lance à incendie sur le mur en pisé, qu'est-ce qui se passe? Et là, je crois que j'ai été obligé de répondre que je pense qu'il faudra remonter les murs en pisé. On confirme du côté du premier rang, on pourra en reparler tout à l'heure. En tout cas, je ne veux pas faire l'essai. Prière de ne pas faire l'essai sur le bâtiment. On avance un petit peu, et comme ça on va pouvoir juste après évoquer l'autre bâtiment. Un mot sur ce que vous disiez là à l'instant, le fait de devoir être politicien à un moment donné pour défendre une telle construction. C'est aussi une manière d'une certaine manière, en faisant ce bâtiment, vous faites avancer un petit peu la culture, la connaissance, l'habitude qu'on peut avoir de bâtiments en terre. C'était ça l'idée, c'était de se dire, il vaut mieux des poteaux en béton, il vaut mieux être un peu plus transigeant sur certains éléments, mais faire ce bâtiment pour habituer culturellement à ce que on puisse avoir des bâtiments en terre. Oui, et quand je dis même imperfect, de façon non parfaite, vous avez remarqué dans ces images que la terre se voit un peu de l'intérieur, mais beaucoup de l'extérieur. C'est déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que la terre crue craignant l'eau, ça aurait été plus intelligent de mettre la terre crue à l'intérieur et autre chose à l'extérieur. Parce que traduction, on est isolé par l'intérieur, avec de la ouate de cellulose, on aurait pu s'isoler par l'extérieur. Pourquoi ce choix-là? Alors là, c'est un choix purement personnel, c'est ce que porte TOA. On avait fait pareil sur la question du bois. À un moment donné, on est assez convaincu que pour arriver à faire évoluer les mentalités en architecture, il y a un problème pédagogique très fort et qu'il faut qu'on arrive à habituer les gens avec des nouvelles écritures, avec des nouvelles images, avec des nouveaux matériaux, particulièrement dans un groupe scolaire. C'est-à-dire que nous, on parle beaucoup de pédagogie environnementale quand on fait un groupe scolaire. Si on n'apprend pas aux enfants à vivre dans un bâtiment sain, on n'est pas prêt demain d'avoir des bâtiments sains. Et donc, on reconnaît et on assume de faire un bâtiment qui est peut-être un peu faux pour être plus démonstratif. Et il nous a semblé que de mettre la terre crue à l'extérieur permettait d'avoir une bien plus forte présence pédagogique du matériau que de le mettre à l'intérieur avec une isolation extérieure. Donc ça, c'est un choix personnel. On en a longtemps débattu avec les spécialistes de terre. Après, il y a toujours les deux familles, les puristes et les non-puristes. On fait partie des non-puristes, vous l'aurez compris. Mais à côté de ça, on est tous dans la même idée, c'est-à-dire que si on veut que ce matériau puisse entrer dans les matériaux de construction usuels, il faut qu'on ait un travail pédagogique dessus, et chacun à sa manière. Patrice l'a très bien fait ce matin, aussi. J'imagine que vous allez aussi nous en parler dans votre bâtiment fait dans le cadre de votre cursus. On converge tous vers la même idée. Il faut démocratiser ce produit-là. Voilà. Et c'est tout. Eh ben, très bien. Est-ce que je peux dire un mot sur le bâtiment d'après qui suit? Eh ben, alors, le bâtiment d'après, le vôtre, vous voulez dire? Oui, le logement. Alors, bon, pour tout vous dire, on avait préparé effectivement un petit travail sur un autre bâtiment, et en fait, j'en ai pas sorti d'image, me rendant compte combien les timings allaient être un peu serrés. Mais dites-nous un mot. Alors, on n'a pas d'image pour le montrer, mais c'est pas grave. Si vous voulez nous en parler, effectivement. Donc, on a fait ce bâtiment en terre crue, et donc pour nous, voilà, la réponse elle est simple, c'est un bâtiment prototype qui est censé démontrer qu'on peut utiliser la terre crue en système urbain dense. C'est fait, on a 300 tonnes de terre qui sont utilisées là, ça c'est fait. Par contre, en faisant ce projet-là, on a réalisé la complexité du parcours administratif en lien avec ce fameux CSTD. Donc là, on vient de lancer un deuxième projet. Cette fois-ci, c'est du logement. On est à Bagneux, toujours à côté de Paris. Et on va réaliser 42 logements, un R+5 plus attique en terre crue. Donc déjà, R+5 en terre crue, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas en France. En système urbain dense, il n'y en a pas en France. Voilà. Et on s'est donné un autre challenge, c'est que cette fois-ci, on veut faire ce bâtiment sans avis technique spécifique, c'est-à-dire sans recours au CSTD. Donc on veut utiliser la terre crue en se glissant, en rentrant par la fenêtre, ça a été dit ce matin, c'est-à-dire sans avoir recours à aucune justification et explication avec le CSTD. Et donc on a fait pour ça, on a fait deux choses. La première des choses, on
on a redécrypté la chaîne. Pourquoi on est arrivé à devoir faire un ATEX? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Assurance, bureau de contrôle. Le bureau de contrôle demande un avis technique. L'avis technique n'existe pas. On est coincé. On est obligé de demander un avis spécifique. Donc là, on a été chercher un bureau de contrôle qui accepte de faire son boulot. C'est-à-dire que le rôle d'un bureau de contrôle, normalement, c'est pas de demander l'avis technique, c'est de certifier qu'on construit selon les règles de l'art. Et ça n'a rien à voir. Parce que pour le coup, la terre crue, c'est un matériau ancestral, et on a plein de références, et donc on peut démontrer qu'on construit selon les règles de l'art. Donc c'est eux qui prennent la responsabilité d'une certaine manière. Alors du coup, oui, mais le bureau de contrôle a été pris sur le projet à condition qu'il accepte ce jeu-là. Donc déjà, il y a eu un filtre très fort, on recompose, on réfléchit sur toute la chaîne pour arriver à se glisser dans la petite faille. Ça, c'est la première démarche. Mais encore, faut-il que derrière, nous, on puisse amener une réponse. Donc ce qu'on avait compris, c'est que si on voulait construire selon les règles de l'art pour éviter ça, on va sortir le pisé, parce que le pisé est une technique banchée qui renvoie plus à la question du béton, mais qui en même temps, on l'a dit ce matin, le béton c'est du ciment, et là c'est de l'argile, ça ne marcherait jamais. Donc on a fait deux choses, on fait référence à des choses qui existent déjà. Le premier, c'est qu'on a dit, pour la mise en œuvre, on va faire référence au DTU petite maçonnerie. DTU petite maçonnerie, c'est comment j'empile des parpaings. Et donc, on s'est dit, ben ça c'est simple, je prends de la brique de terre crue, pardon. Donc pour reparler un mot qui a été expliqué ce matin, de la daube, et non pas de la brique de terre comprimée, toujours pour avoir que de la terre, rien que de la terre, uniquement de la terre. On prend une brique de terre crue et on la monte comme des parpaings avec un ciment de terre. Donc la mise en œuvre, elle est parfaitement décrite dans le DTU petite maçonnerie, et à partir de ce moment-là, on n'a pas de problème. Deuxième problème, ok, mais comment on certifie la brique? C'est que cette brique va répondre à des enjeux de densité, d'hygrométrie, de perméabilité, de choses comme ça. Et là, encore une fois, aujourd'hui, on a de la chance. On est passé à un système européen, on n'est plus un système français. Donc la norme française n'est pas la référence en la matière. Ce qui est la référence en la matière, c'est la norme européenne. Et en l'absence de normes européennes, on doit se référer à la norme la plus proche. Or, nos amis allemands, eux, ont une norme pour la production de la daube. Et donc, le bureau de contrôle, ce qu'on lui a demandé, c'est de dire, OK, donc on va faire un bâtiment, toujours le même principe, poteau-poutre en béton, remplissage en briques de terre crue. C'est un bâtiment avec des coursives et des balcons périphériques, donc les bottes et le chapeau, ça c'est fait. Et du coup, on demande simplement au bureau de contrôle de nous valider la mise en œuvre conformément au DTU petite maçonnerie. Et on demande au bureau de contrôle de nous valider nos briques de terre crue, qui, elles, vont devoir être réalisées conformément à la norme allemande. Alors là, on doit glisser un organisme intermédiaire qui a parlé ce matin juste avant vous. Le monde de la Terre est tout petit, alors vous étonnez pas que vous entendrez toujours les mêmes noms. On a pour l'instant approché Bamako pour ça, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un organisme qui va certifier que les briques de terre crue sont réalisées conformément à la norme allemande. Et à partir de ce moment-là, on retombe dans le système de fabrication très classique et on va pouvoir faire ce bâtiment sans avis technique spécifique. Et comme le précisait Patrice de Hatt, c'est aussi une économie et c'est ce qui permet... C'est surtout, c'est pas tant l'argent, parce que sur un bâtiment qui vaut plusieurs millions, 60 000 euros, c'est pas très grave, c'est le temps. C'est-à-dire que ce que Patrice n'a pas précisé, c'est qu'un avis technique sur Nanterre, que vous avez vu là, on a dû demander un avis technique spécifique. Il faut savoir que cet avis technique spécifique, il n'est valable que sur ce projet-là, et avec l'entreprise qui le fait. Manque de peau, nous on a eu un dépôt de bilan. Donc on a dû redéposer l'avis technique, qui est exactement le même, hein, avec une deuxième entreprise. Donc vous voyez, et du coup on a perdu 6 mois, 1 an avec ça. Et donc là, ce qu'on veut démontrer, c'est de dire, est-ce qu'on peut utiliser la terre crue en système urbain dense, sans recours à des dispositifs spécifiques? Oui, et on va faire un R+5 logement, pour démontrer ça. Alors avec le Covid, désolé, on a pris un peu de retard. Là, je devrais être quasiment en chantier, on va attendre 6 mois de plus. Et on va suivre tout ça avec un grand intérêt. Merci pour la présentation de ce premier projet.